Niger, deux pays membres de la Confédération AES, renforcent les profondeurs de leurs relations. Le chef de l'État nigérien a effectué ce mardi une visite d'amitié et de travail de quelques heures à Bamako. Le général d'armée Abdourahmane Tiani a eu un tête-à-tête avec le président de la Confédération AES, le général d'armée Assimi Goïta. L'hôte du jour a salué la résilience des peuples de l'AES. C'est officiel, demain 1er octobre 2025, les élèves reprennent le chemin de l'école. Une année académique placée sous les thèmes le patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et l'unité nationale. À cette occasion, la rédaction vous propose une série de reportages sur les préparatifs à Bamako et à l'intérieur du pays. Le mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale au Mali. À l'occasion de cette 30e édition, la ministre en charge du développement social, colonel-major Assaba Diallo Touré, a dans son message invité la population à s'impliquer davantage pour la réussite de cette mission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Renforcement des liens de coopération entre le Mali et le Niger. Le président nigérien, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a effectué ce mardi une visite d'amitié de quelques heures à Bamako. Il a été accueilli à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le président de la transition, président de la Confédération AES, le général d'armée Assimi Goïta. Les films de l'arrivée avec Nyanya Aliou Traoré et Tchadja Kamara. Deux faits majeurs traduisent la profondeur des relations entre Bamako et Niamey. Le Mali a d'abord été le premier pays à soutenir les autorités nigériennes lors du changement de régime en 2023. Et en retour, le général Abdourahmane Tiani, chef de l'État de la République du Niger, a consacré sa première sortie sous-régionale à notre pays. 2 ans après cette visite d'amitié et de fraternité mémorable au peuple malien, le revoilà le président nigérien à Bamako. Il est accueilli par son frère malien, le général d'armée Assimi Goïta. Il est 10h15 ce mardi 30 septembre 2025. Nous sommes à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Merci. Avant les salutations d'usage aux personnalités présentes, notamment les corps constitués, les membres du gouvernement et les ambassadeurs en service au Mali, les deux personnalités font la revue des troupes pour ensuite respecter l'exécution des hymnes nationaux des deux pays et celui de l'AES. Les deux présidents rendent également les honneurs à la communauté nigérienne vivant au Mali. D'ailleurs, cette dernière s'est dit très fière de les rencontrer et les encourage dans leur combat contre le terrorisme et l'impérialisme. Nous sommes très heureux de rencontrer notre président Tiani. Ça renforce notre foi, nos relations diplomatiques et la population aussi. Déjà, il y a l'AES, il y a déjà la création de l'AES avec le mariage, tout ça, parce que moi, mon mari est malien. Donc, et vu les relations des deux pays encore, ça a renforcé plus. Je suis très content d'être ici pour accueillir le président de la République du Niger, son Excellence Abdourahmane Tiani. Et je suis très content aussi de voir aussi le président Goïta, le Niger, le Mali, le Burkina et
c'est un seul pays. L'AES a été une très belle chose. Il le fallait. Que ça soit cette situation qu'on connaît ou pas, mais c'était l'idéal pour nous. Parce qu'on était déjà OK, on était déjà ensemble. Il n'y a plus de limites. On souhaiterait que Dieu fasse que ça continue comme ça et que Dieu nous assiste dans notre idée et qu'il nous protège contre tout ce qui peut mettre fin à cette alliance-là. Le général Abdourahmane Tiani, chef de l'État de la République du Niger, est à Bamako pour 24 heures. Dans son agenda, il est prévu une séance de travail avec le président Goïta qui sera élargie aux 2 délégations. Il faut signaler que les 2 chefs d'État ont déjà, durant une bonne quinzaine de minutes, échangé dans le salon présidentiel de l'aéroport. Probablement, au menu de la brève entrevue, les dossiers communs à nos 2 pays, comme la sécurisation des frontières et le renforcement du multilatéralisme dans notre espace confédéral. 10h45, les convois prennent la direction de la ville, où une foule anodine a pris d'assaut l'artère principale au niveau de l'échangeur de Torokorobougou. Dans les mains flottent les drapeaux des 3 pays de la Confédération en guise de salutation au président, particulièrement le général Tiani, comme le veut la traditionnelle hospitalité légendaire malienne. Tout à fait, Nyanya Aliou Traoré. Les 2 personnalités ont eu un tête-à-tête au palais de Koulouba, un entretien élargi aux 2 délégations. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Le président nigérien a salué le peuple malien pour son soutien et par-delà les peuples de l'AES pour leur résilience. La synthèse de cette journée avec Yaya Kounati. Dans un Sahel en proie à de multiples défis, des chefs d'État déterminés à marcher ensemble pour le salut de leur peuple à travers la réalisation des objectifs qu'ils se sont fixés au sein de l'Alliance des États du Sahel. Cela passe par des consultations régulières à différents niveaux et c'est justement dans ce cadre que se situe la visite d'amitié et de travail du président Tiani au Mali. Nous nous rencontrons à travers nos structures intermédiaires, soit c'est les experts, soit c'est les ministres, pour de temps en temps évaluer la distance parcourue, permettez-moi d'utiliser ce terme, les objectifs atteints ou à atteindre. C'est dans ce cadre que je suis présentement à Bamako pour essayer de faire le tour du horizon avec mon frère Assimi Goïta. Dès leur arrivée au palais présidentiel de Koulouba, le général d'armée Assimi Goïta et son hôte ont eu des entretiens en tête-à-tête. S'en est suivi une séance de travail élargie aux 2 délégations. Au menu des échanges, la marche de l'organisation commune à travers les 3 piliers que sont la défense, la diplomatie et le développement. Sur les questions de défense, il s'est agi notamment de la force unifiée des pays membres de l'AES dont l'état-major est déjà opérationnel dans la capitale nigérienne. Les bataillons sont constitués et seront opérationnels, si on peut dire opérationnels, puisqu'ils le sont déjà à travers des opérations bilatérales ou multilatérales que nous avons eu à conduire, soit avec le Mali, soit avec le Burkina, ou les 3 pays ensemble. Mais nous voulons aller plus loin et c'est la raison pour laquelle l'état-major dont le siège est à Niamey est actuellement en formation pour que tous les problèmes de défense et sécurité soient pris en charge par cette force unifiée. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, 3 pays qui parlent désormais d'une seule et même voix dans les instances internationales. En la matière, les motifs de satisfaction ne manquent pas pour les chefs d'État de la Confédération qui entendent œuvrer à maintenir cette dynamique. Vous le voyez, que ce soit aux Nations Unies ou dans toute autre rencontre d'intérêt, nos représentants gardent la même position, prennent les mêmes décisions. C'est la volonté de notre confédération et c'est en ce sens que les ministres travaillent nuit
toujours. Sur les questions de développement, tout est mis en œuvre également pour que l'espace AES soit un espace de bonheur partagé et de prospérité. Là aussi, les initiatives en cours ou en projet ont été passées au peigne fin. Vous savez que nous avons créé la Banque confédérale d'investissement et de développement. Tout est fin prêt, qu'il s'agisse du siège ou des autres structures d'accompagnement, tout est connu d'avance. Ce qui se passe dans l'espace AES constitue pour le général Tchiani une véritable révolution à l'origine de laquelle il y a le peuple à qui le président nigérien a tenu à rendre un vibrant hommage. Merci au vaillant peuple du Mali, merci au vaillant peuple du Burkina, merci au vaillant peuple du Niger. C'est le peuple du Sahel qui conduit la révolution. Et Inch'Allah, avec le peuple comme guide, le succès est au bout du chemin. Le président Tchiani de se rappeler de sa première visite au Mali, celle au cours de laquelle il était venu remercier le chef de l'État pour la présence du Mali et du Burkina Faso aux côtés du Niger menacé en son temps d'agression par la CEDEAO. C'était exactement le 22 novembre 2023. J'étais venu affirmer à mon frère Assimi Goïta, à l'ensemble du peuple malien, notre gratitude et notre reconnaissance pour ces sacrifices. Parce que c'est un sacrifice et il faut le qualifier en tant que tel. Le fait de rentrer dans la guerre éventuellement si le Niger venait à être agressé. Selon le président nigérien, plusieurs autres questions étaient au menu des échanges avec son homologue malien. Certaines d'entre elles seront sans doute inscrites à l'ordre du jour du prochain sommet de la Confédération. Des assises prévues en décembre prochain ici à Bamako, conformément à une décision unanime du Collège des chefs d'État. Et après quelques heures de visite de travail et d'amitié, le président de la transition du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchiani, a été accompagné à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou par son homologue, le général d'armée Assimi Goïta. Voilà, sur place, les membres du gouvernement, les diplomates accrédités auprès du Mali et plusieurs autres personnalités. Je vous rappelle que le président nigérien est en fin des visites d'amitié et de travail de quelques heures ici à Bamako. Le Mali et le Niger qui renforcent ainsi les profondeurs de leurs relations. À l'image, il est accompagné par son homologue, le général d'armée Assimi Goïta. Merci beaucoup. 30 septembre 2022, 30 septembre 2025, 3 ans que le MPSR2, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, préside aux destinées du Burkina Faso. En cette date anniversaire de son arrivée au pouvoir, une des équipes de la télévision burkinabé a promené son micro et caméra dans quelques endroits de la capitale pour recueillir les appréciations des populations sur les acquis de la gouvernance MPSRD. Sidia Dilare et Moumouni Wanga. 30 septembre 2025, jour marquant le 3e anniversaire de l'accession au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. L'une de ces expressions qui donne le ton, tout est urgent et il faut aller vite. S'en suivent des réformes mais surtout des actions dans tous les domaines avec un accent particulier sur la question sécuritaire. 3 ans de gouvernance avec son lot d'acquis, ici passé en revue par les populations de la ville de Ouagadougou. La venue du MPSR 2 au pouvoir, vraiment, nous disons que c'est une grâce parce que
Au regard de tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait, on ne peut que remercier le bon Dieu. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré, nous jeunes du Burkina Faso, nous sommes fiers de lui, de sa vision. Actuellement, nous voyons le retour des déplacés. Nous avons foi en lui et nous espérons que la lutte ne sera pas vaine. D'ordre militaire, le MPSR a fait beaucoup de progrès et on voit aujourd'hui que notre armée est plus que jamais déterminée et plus que jamais forte. On constate qu'il y a beaucoup d'équipements qui rentrent. On voit que durant ces 3 ans, les équipements, que l'armée est très bien équipée. Ces Burkinabés se disent satisfaits, d'autant plus qu'au-delà de la lutte âpre engagée pour la reconquête du territoire, des actions de développement sont déroulées avec brio. Le bilan est positif en ce sens qu'ils ont pu vraiment allier la lutte pour la sécurité et le développement. Parce que nous savons d'abord même que la première rubrique qui est la sécurité, on voit ce qu'il y a comme acquisition au niveau donc de la sécurité. Ils maintiennent le rythme et il y a vraiment de l'espoir. On voit que dans les zones à risque, particulièrement au nord et au Sahel, on voit que l'État met tous ses efforts pour pouvoir alimenter ces zones en nourriture, en eau et des vivres de première nécessité. Basile Ouedraogo est ancien étudiant de l'université Joseph Kizerbo. Pour lui, les acquis engrangés sous le MPSR2 se constatent avec aisance dans ce temple du savoir et dans bien d'autres universités du pays. Nous, en tant qu'anciens étudiants de l'université Joseph Kizerbo, et nous n'avons pas eu la chance que nos petits frères ont eu d'avoir un banc face au Merbo et la connexion Wi-Fi pour les recherches. Nous n'avons pas eu ces opportunités. Il y a eu de nouveaux bus qui sont venus pour aider les étudiants à pouvoir se déplacer facilement. Autre aspect positif de la gouvernance du MPSR2 et non des moindres, le changement de paradigme insufflé sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré qui restaure la marque Burkina à la face du monde. Nous avons constaté qu'avec le grand leadership du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a affirmé sa souveraineté. C'est un grand honneur pour l'Afrique et pour le Burkina Faso parce que sur la scène internationale, la population du Burkina Faso s'est réveillée. La subvention des actes médicaux liés aux maladies chroniques et la réduction des prix des produits dans les formations sanitaires publiques, autant d'actions en faveur des populations. De quoi rassurer ces Burkinabés qui disent avoir bon espoir quant à des lendemains meilleurs pour le pays des hommes intègres. Et ce communiqué avant de fermer la page AIS, l'état-major général des armées informe l'opinion que l'aviation FAMA a mené dans la nuit du 29 septembre 2025 des frappes de précision sur des bases terroristes dans le secteur de Zantchebougou, région de Bougouni. Ces frappes ont détruit plusieurs refuges à partir desquels étaient planifiées des exactions. L'état-major général des armées réaffirme la ferme volonté des FAMA à traquer et à neutraliser les groupes armés terroristes où qu'ils se trouvent sur le territoire malien. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a regagné en début d'après-midi Bamako en provenance de New York aux États-Unis. Le chef du gouvernement avait pris part au nom du chef de l'État aux travaux de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. À la tribune des Nations Unies, le général de division Abdoulaye Maïga a porté la voix de la Confédération des États du Sahel, AES. Lors de son séjour américain, il a également eu des rencontres de haut niveau avant de rencontrer la communauté malienne établie aux États-Unis. À son arrivée à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako-Sénou, il a été accueilli par les membres du gouvernement. Reportage Mamari Kouni et Aliou Touri. Après avoir porté avec brio au nom du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, la voix de la Confédération des États du Sahel, le AES, à la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le premier ministre chef du gouvernement est de retour à Bamako. À son arrivée, il est accueilli par les membres du gouvernement, le gouverneur du district de Bamako et l'agent chargé de gérer les affaires courantes de la mairie du district de Bamako. Sur les visages des uns et des autres, on peut lire la joie.
La délégation conduite par le général des divisions Abdoulaye Maïga regagne avec fierté le pays. Les jeunes se sont mobilisés pour saluer le Premier ministre à son passage et transmettre leurs félicitations après son discours de vérité à l'ONU. C'est une communion entre le chef du gouvernement et une jeunesse fière des autorités de la transition. Sur les t-shirts à l'effigie du Premier ministre, on peut lire des messages comme Yabé ou Otogol. Et suite au discours patriotique du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre du haut de la tribune des Nations Unies, des communiqués de soutien sont parvenus à notre rédaction. Ainsi, le Conseil national de la jeunesse du Mali, la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, le Conseil national de la société civile du Mali et l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali, ACGM, saluent tous les discours patriotiques du Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga. Ces organisations de la société civile invitent l'ensemble de la communauté internationale à reconnaître et respecter la souveraineté de la Confédération des États du Sahel. Les organisations saluent également l'approche panafricaniste portée par l'AES qui, par la coopération régionale et la mutualisation des efforts, au cœur de la stratégie de notre espace commun. En marge des travaux de la conférence sur les politiques culturelles et le développement durable qui se tient à Barcelone, le ministre en charge de la culture a rencontré plusieurs personnalités africaines et internationales. Parmi ceux-ci, le directeur général de culture à l'UNESCO. Les échanges ont notamment porté sur les relations culturelles qu'entretient le Mali et ses institutions nationales et internationales. De Barcelone, la correspondance de Aloussini Touré et Abou Kouli. Avec le ministre de la Culture de la Guinée, les discussions ont surtout permis d'évaluer le projet relatif à la réactivation du festival du Balafon. Le même sujet a également été débattu avec le directeur de cabinet du ministre ivoirien de la Culture. Ces deux personnalités ont réaffirmé leur disponibilité à œuvrer pour la bonne réussite du dit festival. Si la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina constituent le triangle du Balafon, la Guinée ne compte pas en être spectateur et c'est pourquoi elle a été désignée pays invité d'honneur de cet événement. Nos échanges ont été des plus cordiaux. Ils ont porté sur l'organisation du triangle du Balafon qui se tiendra au Mali. Et la Guinée donc pays invité à ce festival-là. Et la Guinée, d'autant plus que notre pays abrite le Sosobala, qui est l'ancêtre des balafons, plus de 919 ans. C'est un instrument traditionnel de musique qui est un symbole de chefferie, aussi mystique, mythique, et qui nous rappelle notre passé glorieux, ce passé que nous avons en commun, la République de Guinée avec la République du Mali. Aujourd'hui, nous avons souhaité travailler davantage avec la Guinée parce que, considérant un peu la position centrale de la Guinée par rapport à cet instrument mythique et mystique, je pense que c'est le lieu de saluer mon frère. Nous avons échangé en toute fraternité, non seulement du triangle des Balafons, mais nous avons jeté les bases d'une nouvelle perspective entre nos États parce que culturellement, historiquement, nous avons les mêmes visions, les mêmes penchants et nous sommes tous au même départ aujourd'hui avec des nouvelles indépendances. Teshime Wandimou est un entrepreneur culturel. Il entend œuvrer avec le ministre malien de la Culture pour faire émerger des actions culturelles. I'm very, very happy to meet him here today for first time after he... J'ai eu une très bonne audience avec le ministre de la Culture du Mali. C'est un des meilleurs acteurs culturels que nous connaissions. Et les discussions ont été très intéressantes. Il s'agissait notamment de comment les pays africains peuvent travailler ensemble. Notamment moi, je suis de l'Éthiopie. Et comment l'Éthiopie
l'Éthiopie et le Mali peuvent collaborer. Et comment développer également les talents que nous avons en Afrique et les présenter au monde. Nous avons également discuté de l'investissement qui doit être fait également dans l'éducation et comment les pays africains doivent également avoir au moins 1% du budget national d'ici 2030. Et pour cela aussi, nous avons également besoin de beaucoup d'experts qui peuvent travailler dans le secteur. Le directeur de la culture à l'UNESCO a pour sa part accordé une audience au ministre de la Culture. L'UNESCO s'est dit engagé auprès du Mali pour financer des projets culturels. L'accent a été mis sur la préservation du patrimoine et le développement du cinéma. Le travail qui a été fait à Tombouctou est la preuve de l'importance que nous portons à l'Afrique, mais aussi spécifiquement au Mali. Et je crois que ce qui est bien, c'est que ce n'est pas seulement dans le domaine du patrimoine, que ce soit le patrimoine tangible ou intangible, le patrimoine vivant, mais c'est aussi vis-à-vis des industries culturelles que nous avons échangé et voir comment certains projets peuvent aboutir pour le bien des communautés au Mali. Le ministre de la Culture a rencontré et échangé avec son homologue d'Angola, qu'il a d'ailleurs invité à Tombouctou pour la prochaine biennale. Enfin, le ministre a rencontré Jordi Pasquale, coordinateur culturel, partenaire institutionnel des Nations Unies. Le Mali célèbre chaque année le mois d'octobre comme le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. À l'occasion de la 30e édition, dont l'objectif est de renforcer la cohésion sociale et de soutenir les populations les plus vulnérables du pays, la ministre en charge du développement social a adressé un message à la population. Dans ce message, le colonel-major Assaba Diallo Touré demande l'implication de toute la population pour la réussite des 4 semaines thématiques. Les détails avec Koumba Sissi et Abdul Salam Bambara. Au Mali, la solidarité se vit au quotidien. Loin d'être un simple mot, elle est une réalité tangible, notamment lorsqu'il s'agit de soutenir les personnes nécessiteuses. La 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale, qui commence le mercredi 1er octobre 2025, est l'occasion de mobiliser davantage toutes les composantes de la société en vue d'honorer nos traditions séculaires de partage et d'entraide. Lancé en 1995 et institutionnalisé depuis 2001 pour soutenir et renforcer les valeurs de solidarité dont notre nation est dépositaire, le mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion s'impose de plus en plus comme un instrument efficace de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, d'entraide et de renforcement de la cohésion sociale. Le mois d'octobre est désormais un symbole et non un mois d'événements festifs ou de célébrations commémoratives. Les activités de ces mois se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national et au niveau de la diaspora autour du thème « Solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive ». Le présent thème est assez évocateur et cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités qui ont consacré l'année 2025, année de la culture. À l'instar des précédentes éditions, la présente sera marquée par des activités transversales et multiformes de solidarité durant 4 semaines thématiques et sur toute l'étendue du territoire national et au-delà du pays, à travers nos représentations diplomatiques et consulaires. Une attention particulière sera également accordée aux victimes de l'insécurité et des inondations. Cette 30e édition est célébrée dans un contexte marqué par des déplacements de population, les effets de dérèglement climatique occasionnant des dégâts matériels par endroits, des milliers de sinistrés, mais également des pertes en vies humaines. C'est le lieu de nous incliner devant la mémoire de toutes les victimes et souhaiter prompt rétablissement aux différents blessés. Le symbole de ce mois, dans sa noblesse, nous recommande de revenir à nos valeurs culturelles, de traduire en actes cette solidarité en termes d'égalité de chances pour toutes les catégories sociales. Cette année, l'honneur revient au coordinateur des chefs des quartiers de Bamako, Seydou Sangaré, de parrainer la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale.
Le 1er octobre 2025, le monde entier célèbre la Journée internationale des personnes âgées, placée cette année sous les thèmes « Se projeter vers l'avenir, faire appel aux talents, aux contributions et à la participation des personnes âgées dans la société ». Cette journée met en lumière le rôle essentiel des aînés dans le développement collectif. À cette occasion, le président du Conseil national des personnes âgées du Mali, Daïrou Diallo, a lancé un appel fort pour un véritable changement de regard sur les seniors. Des propos recueillis par Moussa Kamara et Mbarakou Maïga. Cette journée est initiée par les Nations Unies et lors de leur Assemblée générale et qui a vu le taux de pourcentage de personnes âgées augmenter de façon inquiétante. Inquiétante parce que les dispositions doivent être prises pour sécuriser les personnes âgées par rapport au logement, par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, par rapport à leur insertion sociale. Nous avons conçu un programme en l'occasion du mois de la solidarité tous les ans. Cette année, il est prévu d'organiser les campagnes 3e âge santé. Et ça va être au niveau de la commune de Kalaban-Kourou, et à l'intérieur du Mali, les localités comme les Blas, comme les Touba-Koura et autres localités. Donc ça permet de rapprocher les couches vulnérables des soins de santé et des opérations ophtalmologiques et consultations gratuites de la cataracte. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, la mode aujourd'hui consiste à ce que les nouvelles technologies soient vulgarisées en relation avec l'Internet Society. Nous avons élaboré un programme que nous allons mettre en œuvre consistant à la formation de 60 personnes âgées au courant du mois de la solidarité, et en vue qu'ils soient familiers à l'outil informatique et qu'ils ne se sentent pas étrangers. D'autres activités porteront évidemment sur les sensibilisations que nous pourrons faire au cours des différentes missions et déplacements à l'intérieur du Mali, en accompagnement de la caravane ophtalmologique et santé 3e âge. Le partenaire incontournable, ça c'est la Fondation Orange, qu'il faut saluer. Ça c'est un partenariat dynamique entre la Fondation Orange, le Conseil national des personnes âgées et le PINSO, le Programme national de santé oculaire. C'est officiel. Demain, 1er octobre 2025, les écoles ouvriront leurs portes sur toute l'étendue du territoire malien. Une année académique placée sous les thèmes le patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et l'unité nationale, conformément aux instructions du chef de l'État de faire de 2025 l'année de la culture. Pour l'occasion, le ministre de l'Éducation nationale donne des précisions sur les précautions prises et prodigue des conseils aux élèves pour la bonne réussite de l'année scolaire. Awadama Koulibaly et Oumar Katraouri. Demain, 1er octobre 2025, aura lieu la rentrée des classes. Décidément, terminer les grasses matinées. Demain à l'aube, les réveils sonneront à 5h30 pour des millions d'élèves. C'est le grand retour. Les vacances laissent place aux cahiers, aux sonneries stridentes et aux salles de classe. Une année pour tout donner. Car ici, la réussite ne tolère ni paresse ni excuse. Rigueur et constance seront les clés. Chers élèves, soyez assidus, disciplinés et cultivez le goût de l'effort. Je voudrais attirer votre attention sur l'usage du téléphone portable et d'Internet. Mal utilisés, ces outils peuvent vous distraire et freiner votre élan, votre progression. Utilisés à bon escient, ils deviennent de puissants moyens d'apprentissage. Par ailleurs, je vous invite à vous éloigner de la drogue et de toutes les formes de stupéfiants. D'ores et déjà, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires pour vivre une année scolaire réussie. Ces actions portent notamment sur la formation de mères éducatrices, la construction, l'extension et la réhabilitation de salles de classe, le soutien aux cantines scolaires, l'appui aux enseignants volontaires dans les zones difficiles, la promotion de la scolarisation des filles. Nouvelle année, nouvelle perspective.
L'année académique 2025-2026 sera animée par des cadres de concertation réguliers. Y prendront part le corps enseignant, les parents d'élèves, les promoteurs d'écoles privées et la société civile, afin d'anticiper les défis et faciliter un meilleur traitement des problèmes du système éducatif. Et à la veille de la rentrée scolaire, l'heure était au dernier réglage dans les établissements de Bamako entre transfert d'élèves, affectation d'enseignement, réclamation de notes et travaux d'assainissement. Chacun met la main à la pâte. Une mobilisation générale pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles. Notre reporter Bokari Koulibaly a fait un tour en ville, suivant son reportage. À quelques heures de la rentrée scolaire prévue ce mercredi 1er octobre, les derniers réglages battent leur plein dans plusieurs établissements de la capitale. Au lycée Askia Mohamed, le proviseur a les bras très chargés. Il est partagé entre les dossiers de transfert et ceux de changement de série. Présentement, nous sommes sur les cas de transfert et les changements de série. Vraiment, nous sommes envahis par les cas de transfert, vraiment. Bon, heureusement, puisqu'il y a la plateforme, et on n'a pas de manuscrit à faire, on tire seulement la copie dure à l'ordinateur et on ne fait que l'élève ne peut signer et le parent d'élève. Dans la foulée, des parents comme Khadija Tunjaï venus régler en urgence les démarches administratives. À leur côté, des élèves partagés entre inquiétude et sérénité. Certains déposent encore des réclamations, d'autres se projettent déjà dans l'année. Moi, je suis toujours prêt pour la rentrée. Comme l'année passée, je ferai de mon mieux pour faire partie des meilleurs des élèves. Et je me débrouillerai pour faire de mon mieux et pour faire sourire mes parents. Les enseignants, eux, sont prêts à reprendre la craie et à retrouver l'ambiance des salles de classe. Ça nous fait à peu près 3 mois, nous sommes dans les vacances. Donc on a hâte de commencer avec les enfants parce que vous savez que qui parle d'école parle forcément d'enfants, parle d'éducation, n'est-ce pas, parle de formation. Donc on est très pressé parce que ici c'est notre monde. Mais l'établissement reste confronté à des défis persistants. Infrastructures vieillissantes, déficit d'enseignants. L'école là, il y a 100 ans pratiquement. Donc il y a beaucoup de difficultés ici, le problème d'adduction d'eau, d'électricité, les toilettes pour les élèves, pour les professeurs. Bon, vraiment, on a beaucoup de difficultés. Cap ensuite sur le groupe scolaire Gaussou Dabo de Dar Salam. Toutes les dispositions sont prises pour une bonne rentrée. La motivation du personnel a bien des explications. Depuis la semaine passée, on est là-dessus. Quand on a appris que l'ouverture officielle doit se faire ici, nous avons déjà dressé les listes de ceux qui doivent passer en classe supérieure, ceux qui doivent redoubler, ceux qui doivent être renvoyés, tout. Donc on a fini avec ça. Et le primordial, c'était de voir si les tableaux bancs étaient suffisants. Il y a un peu de soucis parce que nous avons des problèmes en tableau banc. Même effervescence au lycée privé Sekotra de Maniambougou où l'on mise sur un cadre propre et accueillant. Désherbage, nettoyage et embellissement des classes. Depuis une semaine, on a commencé les travaux. Donc les aménagements, les peintures, les classes, les fenêtres. On est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour demain le 1er. Pendant ce temps, les académies d'enseignement rassurent et promettent une rentrée sous contrôle. L'éducation est la priorité aujourd'hui, du ministre jusqu'au plus haut sommet. Et donc, sans doute, je vous dirais que tout est fin prêt, en tout cas à notre niveau, pour une rentrée scolaire réussie demain. Entre contraintes et espoir, c'est une même volonté qui se dessine. Offrir aux élèves les meilleures conditions pour aborder sereinement l'année scolaire 2025-2026. À Douanza, ce sont plus de 62 000 élèves de l'Académie d'enseignement de la région qui devront reprendre le schéma de l'école demain. Responsables scolaires et parents d'élèves sont à pied d'œuvre pour que cette rentrée soit effective malgré le contexte d'insécurité. Toute chose qui constitue un signe de résilience devant contribuer aux performances scolaires. Pour la circonstance, le RTM Douanza est allé à la rencontre des acteurs de l'école suivant la correspondance de Daoura Kouni et Salif Sangari. À Douanza,
Douanza, les préparatifs pour la rentrée scolaire 2025 vont bon train. Les écoles ont été nettoyées, les tablements ont été mis à leur place, des kits scolaires ont été prépositionnés au niveau des CAP pour leur distribution une fois que la rentrée sera effective. Je crois que ça ira. Cette année, il y aura 113 écoles qui vont ouvrir les portes sur un total de 250. On s'est engagé à quand même ouvrir pour le premier et nous sommes disposés à prendre des dispositions idoines pour que cette ouverture ait lieu dès le premier. Douanza fait le maximum possible pour que nous ouvrions en même temps que les autres écoles qui n'ont pas de problème. Les écoles privées de Douanza sont au rendez-vous du démarrage des cours de l'année académique 2025-2026. Cette année, nous ouvrons les portes du complexe avec un optimisme. Nous sommes confiants car l'an passé, à la suite de la fête de fin d'année, je crois que les parents étaient un peu émerveillés par les résultats. Et cette année, je pense que nous pourrons et nous allons faire mieux. Les parents d'élèves de Douanza s'activent pour mettre les enfants dans les conditions idoines. Toutes choses qui devront contribuer à une année studieuse et fructueuse. Je suis proche de l'école et encore c'est pour la sécurité et pour mieux contrôler aussi les absences et les présences des enfants aussi. On a déjà leur matériel scolaire qui sont déjà à la maison. Donc là, il est nécessaire vraiment de venir récupérer leur tenue pour qu'ils puissent venir directement à l'école avec leur tenue. À Douanza, une synergie d'action est menée à travers des rencontres entre les acteurs de l'éducation. L'objectif est de contribuer à la réussite de l'année scolaire dont le démarrage devra se dérouler normalement dans un contexte de résilience. La seule menace qui est là, ce qu'on a appelé le recensement des enseignants. On est en train de chercher des solutions à ça. J'étais en contact avec les DRB et les régisseurs. Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour que la situation puisse se décanter avant l'ouverture des classes. Très optimiste d'ailleurs. Cette année, même si quelques établissements restent fermés pour diverses raisons, ils seront 62 968 élèves à retrouver les salles de classe. C'est la même motivation à Ménaka, des rencontres avec les parties prenantes de l'école pour poser les problèmes des écoles se trouvant dans les 4 centres d'animation pédagogique et le lycée public sont entre autres dispositions prises pour garantir une bonne rentrée scolaire. Reportage Chirfi Moulay Aydara. Dans la région de Ménaka, les acteurs impliqués dans l'éducation s'activent pour une rentrée scolaire 2025-2026. Les dispositions sont prises, nous sommes déjà prêts. Pour ce qui concerne l'académie de Ménaka, effectivement les rencontres ont eu lieu avec les autorités, les CGS, les collectivités, les CAP, etc. Et toutes les dispositions sont prises pour que la rentrée ait effectivement lieu demain, Inch'Allah. Je passe de la 8e année à la 9e année cette année. J'ai bien préparé ma rentrée scolaire. Du Cap de Ménaka en passant par Andra Boukan, Inakar et Tinderimen, ainsi que le lycée public de Ménaka, les responsables ont pris toutes les dispositions pour que les classes s'ouvrent ce mercredi 1er octobre conformément aux orientations de haute autorité. Cette année, aucun élève, Inch'Allah, ne sera même les sols. Les partenaires ont joué leur partition. Nous avons eu vraiment des tables bancs, UNICEF, etc., NRC. Et la cantine aussi commence dès demain, Inch'Allah, et ce qui est un facteur très important pour la rentrée dans cette zone de Ménaka. Des rencontres préparatoires ont été organisées en présence de l'ensemble des acteurs et partenaires de l'école pour anticiper sur des éventuels blocages. Aujourd'hui, nous affirmons que tout est fin prêt pour cette rentrée scolaire. Nous tendons la main au gouvernement malien dans le cadre du recrutement des enseignants pour souvent donner un quota important à Ménaka vu la crise des enseignants et surtout dans le domaine des enseignants des sciences. L'UNICEF a prépositionné de 517 tables bancs, des kits scolaires et pédagogiques et a également prévu la réhabilitation des salles de classe, des espaces d'apprentissage temporel et également les CDPE. L'ensemble des 4 CAP de la région, totalisant plus de 45 000 élèves, hormis ceux du secondaire. Les enseignants ont déjà regagné leur poste pour amorcer la rentrée scolaire 2025-2026.
Tata Baba et Assoumane Touré sont deux enseignants avec différentes réalités. L'une est enseignante en activité, l'autre est un retraité et ancien syndicaliste. Ils sont tous deux influents dans leur métier et entourage. Allons à leur découverte avec Najim Baba Sissi et Mauloud Tandina. Avec les péripéties du temps et le poids de la conjoncture, seuls les plus endurants restent debout. D'autres avec la même énergie, surtout lorsqu'on est animé par les sacerdoces. C'est le cas de Tata Baba. Avec un diplôme en électricité, elle n'était pas destinée à l'enseignement. Mais sa passion et la volonté divine l'y ont conduite. Elle occupe une classe de 5e année au groupe scolaire Alpha Saloum à Tombouctou, qui n'est pas son premier poste. J'ai commencé l'enseignement en 2000, j'ai eu le cap en électricité. Mais c'est avec ça, je me suis intégrée dans l'enseignement par amour. Mariée et mère de 7 enfants, le travail de Mme Kassogé n'entrave en rien ses obligations familiales. Pour elle, tout est question d'organisation. Moi, quand même, je ne peux pas dire que mon travail a eu, comment dirais-je, un impact négatif sur ma vie de famille. Et j'ai le soutien moral de mes enfants et ça peut jouer aussi sur ma vie conjugale, hein, parce que j'ai le soutien, les 90% de mon mari. À 51 ans, elle incarne encore la bravoure, le travail bien fait, mais aussi et surtout un modèle à son lieu de travail. Depuis qu'elle est arrivée ici en 2013, elle est à mes côtés. Bien vrai qu'elle est venue au niveau du premier cycle, mais elle se donnait volontairement pour servir aussi le second cycle. Et en ce moment, elle s'est portée volontaire pour faire même enseignement ménager dans mon école. Et j'étais la seule école qui faisait même enseignement ménager à Tombouctou. Et cela est dû grâce à elle. Quant au sexagénaire Assoumane Touré, enseignant à la retraite et ancien syndicaliste, l'enseignement n'est pas un métier où l'on vient faire fortune. C'est plutôt par conviction et amour qu'on y vient. En notre temps, il y avait vraiment, on faisait de la morale professionnelle pour voir est-ce que nous sommes venus à l'enseignement par vocation, parce que c'est très important. Et nous, nous sommes partis à l'enseignement par vocation. On aimait le métier. Celui qui pense que dans l'enseignement, il va être riche, il est mieux qu'il dépose la craie. Il est mieux de partir. Cet ancien secrétaire général de l'INTM Tombouctou finit par glisser dans le syndicalisme en donnant quelques codes de bonne conduite. En notre temps, ce n'est pas comme aujourd'hui où on voit que les gens décrètent des sorties, disent bon, si on n'a pas cette chose-là, la revendication, on sort de la classe. Non, non, ce n'était pas notre modèle. On reste toujours en classe pour revendiquer, jusqu'à l'aboutissement des revendications. Ces deux personnalités ont marqué et continuent de marquer les administrateurs scolaires par leur parcours et surtout leur engagement dans l'éducation. L'enseignant en réalité, c'est vraiment le modèle. Il doit être le modèle parce que les enfants le regardent, la société nous regarde. Et c'est vraiment des enseignants modèles. Et je crois que les enseignants d'aujourd'hui doivent s'inspirer de ces anciens. Parce que ces anciens, en réalité, on ne les reproche rien. Parce que l'enseignement, comme ça a été dit, c'est vraiment un sacerdoce. On ne vient pas dans l'enseignement pour avoir une richesse, mais notre richesse, c'est quand même les enfants. Parce que quand on les voit réussir, et on est très heureux. Et c'est ça vraiment la satisfaction même de l'enseignant. Donc vraiment, on doit s'inspirer de ces anciens pour pouvoir mieux faire. Parce que l'école, en réalité, depuis les années 90, l'école au Mali est politisée et c'est syndicalisé. Il y a les syndicats et il y a aussi la politique qui fait que l'école ne marche pas bien. Mais malgré cela, on doit quand même avoir comme référence ces anciens-là. N'est pas enseignant qui le veut. Tata Baba et Assoumane Touré sont bons sensibilisateurs. Le conseil que je donne à la nouvelle génération, surtout sur l'éducation, parce que c'est quand on dit enseignant, enseignant c'est tout. Enseignant c'est tout. Tout passe par l'enseignant. Si c'est bon, c'est l'enseignant. Si c'est mauvais, c'est l'enseignant. Les enseignants doivent vraiment se donner les moyens, parce que ça manque. Aujourd'hui, on constate que peu d'enseignants ont des livres. Alors qu'à notre temps,
Chaque fois qu'on a le salaire, on dégage un budget, un montant pour payer des livres. Pour nous-mêmes, on avait notre propre bibliothèque. L'enseignant laisse une empreinte pour l'éternité. On ne peut jamais dire où s'arrête son influence. Et dans la cité des Rails, l'entreprise Seno Mining Service a procédé ce week-end à la remise de kits scolaires à 10 écoles et médersa de la commune rurale de Sadiola. Les détails avec Bremadao. Dans le cadre de ces actions de responsabilité sociale au profit des communautés de sa zone d'opération, l'entreprise Seno Mining Service a fait parler son cœur en cette veille de rentrée scolaire en remettant des kits scolaires à 10 écoles classiques et médersa de la commune rurale de Sadiola. Cette initiative en faveur des enfants issus de parents démunis s'inscrit, selon les donateurs, dans le cadre de la réduction des inégalités sociales. Comme vous le savez, certains élèves ont la peine à avoir des fournitures scolaires. Elle permet à tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, de disposer des mêmes outils didactiques pour réussir l'année scolaire. C'est aussi une action pour favoriser l'égalité des chances entre les apprenants. Ces kits scolaires d'une valeur de plus de 5 millions de nos francs, composés de sacs, de cahiers, de bics et de crayons, viennent à point nommé. Un enfant, quand tu lui donnes un sac, c'est comme si tu lui donnes tout pour l'école. Ça d'abord, c'est le premier facteur pour que l'enfant se donne à l'école, un sac qu'il porte sur son dos. Nous remercions la société Seno Mining pour ce geste pour les enfants. Ce geste de la part de notre partenaire du jour contribuera sans nul doute à soulager de nombreux pères de famille, notamment les couches les plus vulnérables. Cet élan de solidarité agissante cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités de notre pays, dont la volonté de bâtir une école de qualité demeure une priorité avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. À la fin de la cérémonie, les responsables de Seno Mining Service ont donné l'assurance que cette action sera pérennisée et fera partie désormais des objectifs annuels de l'entreprise. Banangoro, village situé dans la commune de Sanangoroba, académie d'enseignement de Kalabankoro, région de Koulikoro, a abrité la clôture des activités commémoratives de la journée internationale de l'alphabétisation. Lors des festivités de cette journée qui avait pour thème l'alphabétisation numérique, clé pour un avenir inclusif et durable, les membres du cabinet du département de l'éducation, les notabilités et autorités politico-administratives de la deuxième région ont demandé l'implication de tout un chacun pour l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous. Nos envoyés spéciaux étaient Fademba Keïta et Mamadou Sidibi. Le personnel de l'Académie d'enseignement de Kalabankoro, les autorités politico-administratives et les jeunes de Banankoro, à travers le Conseil local de la jeunesse, se réjouissent d'avoir été l'hôte de la cérémonie de clôture des activités commémoratives de la journée internationale de l'alphabétisation. Selon eux, l'alphabétisation numérique favorise la réussite scolaire, l'accès à l'emploi et à l'ouverture. Et chez les adultes, elle réduit considérablement l'exclusion sociale et facilite l'accès aux services administratifs. L'Académie d'enseignement de Kalabankoro avait au total 35 centres alpha, soit 15 au Cap de Kalabankoro, 5 au Cap de Sirakoro-Meguetana et 15 au Cap de Ouenzendougou pendant la campagne 2023-2024. Dans ces centres, nous avions 512 auditeurs, dont 452 femmes et 60 hommes pour 35 animateurs. Quand les gens sont alphabétisés, la compréhension devient facile, la sensibilisation devient facile pour nous, les autorités. Nous avons un centre de formation que j'aimerais que le ministre s'implique beaucoup pour qu'on puisse vraiment avoir, ce ne reste que les papiers administratifs avant l'arrivée de nos partenaires qui nous ont offert ce centre-là. Même si beaucoup reste à faire, l'État déploie d'énormes efforts pour la promotion de l'alphabétisation de nos langues nationales, avoue la directrice en charge de l'alphabétisation et le département de tutelle. Il faut que les populations soient acquises à la cause, qu'elles sachent qu'on ne peut pas parler d'alphabétisation sans l'implication des collectivités. On ne peut pas parler d'alphabétisation sans l'adhésion des communes rurales qui ont le plus fort taux dans l'alphabétisme. Donc que aussi les autorités de la transition qui nous ont donné l'opportunité d'officialiser nos 13 langues, qu'elles prennent d'autres décisions. Ces décisions, c'est comment mettre en œuvre l'officialisation effective de nos langues. J'en appelle à l'État pour qu'on ait une ligne budgétaire conséquente pour financer nos actions que nous menons au niveau de nos CAF, de nos CED,
de nos CEI et de nos cafés. Les activités qui ont eu lieu à l'occasion de cette journée ont permis de sensibiliser, former, partager des expériences et renforcer notre engagement collectif. Les résultats obtenus et les recommandations formulées au cours des différentes activités menées, dont les conférences débats, constituent des orientations précieuses pour la mise en œuvre des politiques et programmes inclusif. Le maire, qui a reçu un tiwara pour les nombreuses réalisations et développement pour la promotion de l'alphabétisation, lance un plaidoyer et un lobbying pour un financement conséquent indispensable au fonctionnement efficient des centres d'alphabétisation. Sur un tout autre plan, en 13e région, les activités menées par les jeunes du Mali et certains jeunes du Niger et du Burkina Faso sont à saluer et à encourager. C'est l'affirmation faite par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, qui s'est rendu sur certains chantiers à échanger avec les jeunes. Djouila est la deuxième étape des vacances citoyennes 2025. Compte rendu Moustapha Doumia, Alassane Sangari. La cérémonie aux couleurs avec les jeunes de la 11e édition des vacances citoyennes est la première activité du ministre en charge de l'instruction civique à Djouila. Le ministre, accompagné des autorités régionales, a aussi donné le coup d'envoi du reboisement organisé par les jeunes du Mali. La délégation s'est ensuite rendue sur le site de l'amphithéâtre de Djouila qui doit être clôturé par les vacanciers. L'objectif même des vacances citoyennes, c'est que les jeunes soient ensemble et puissent aller dans des communautés et rendre service aux membres de ces communautés-là. Et je pense qu'il y avait une des préoccupations ici à Djouila, c'était de clôturer l'amphithéâtre. Et les jeunes ont compris cela. Au-delà des activités de reboisement, d'autres activités qu'ils sont en train de mener, ils sont venus pour clôturer à peu près 2 hectares. C'est un exploit pour nous. Ça se fait avec les jeunes, ils le font en bonne ambiance, ils se donnent la main pour le faire. Comme quoi aujourd'hui, pour bâtir notre nation, il faut toutes les briques de la nation. La même façon dont ils sont en train de clôturer cet espace, c'est la même façon dont les jeunes devraient se donner la main pour bâtir la nation. Les jeunes des différentes régions du Mali ont mené plusieurs activités à Djouila et à Fana. Il s'agit entre autres des activités sportives, des conférences et des activités d'investissement humain. Pour la délégation ministérielle, l'objectif des vacances citoyennes 2025 est atteint. Nous voyons des jeunes vraiment très engagés, très enthousiastes. Et de faire le travail qu'ils sont en train de faire, ils le font parce qu'ils espèrent qu'ils vont pouvoir poser leur pierre également dans la construction de leur communauté, donc dans la construction également de notre nation. Et nous les félicitons et nous encourageons aujourd'hui tous les autres jeunes qui sont en train d'œuvrer également dans leur communauté de continuer à le faire. Le ministre et les autorités régionales ont rendu visite aux notabilités de Djouila. Les concertations régionales sur la justice ont bien démarré hier dans la Venise malienne. Les acteurs du ressort de la cour d'appel de Mopti ont répondu favorablement à l'appel. Durant 2 jours, les participants venus des régions du Nord et du Centre ont débattu des thématiques liées à ces concertations afin de formuler des recommandations. Reportage à Suleiman Sidibé et Suleiman Tepsugi. En prélude au Forum national sur la justice, le ministère de la Justice garde des Sceaux lance des concertations régionales du ressort des cours d'appel du Mali. L'étape de Mopti regroupe les acteurs de la justice, les partenaires et les populations du ressort de la cour d'appel de Mopti. Elle vise à réformer et harmoniser le système judiciaire en adaptant les compétences territoriales et les procédures aux réalités contemporaines. Le débat est donc lancé autour de cette thématique, à savoir conditions de distribution de la justice, la restauration de la confiance des citoyens, les perspectives de développement du secteur, les défis de la justice pour la stabilité et la paix sociale, la gestion pénitentiaire, les droits de l'homme et enfin, justice et culture. Les thématiques sont préparées de manière à permettre effectivement aux participants de pouvoir débattre de toutes les questions qui sont en droite ligne aujourd'hui des préoccupations de la justice. Les recommandations qui vont sortir effectivement de ces ateliers-là vont nous permettre en ce moment de pouvoir finaliser un programme décennal qui est en cours d'élaboration. Pour les présentes concertations régionales,
Nous avons été mandatés pour représenter les populations de nos différentes régions en vue d'échanger sur les problèmes essentiels évoqués à travers les thématiques retenues. Il s'agira pour nous de suivre avec assiduité les différentes présentations afin de pouvoir apprécier sans complaisance les documents de travail. Ces échanges se feront en tenant compte des enjeux stratégiques et géopolitiques du moment, notamment ceux liés à la Confédération des États du Sahel. Les participants venus des 8 régions du Nord et du Centre proposeront des recommandations concrètes pour la refondation du secteur de la justice comme annoncé par les autorités de la transition. Grande prière nocturne et lecture du Saint-Coran pour un Mali réconcilié en paix. C'était à Bourem, dans la région du Gao. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une forte délégation du CNT et des représentants des cabinets ministériels de la réconciliation et celui de la jeunesse et des sports. Envoyés spéciaux Alpha Maïga et Oumar Katraouri. À la grande mosquée de Bourem, cette nuit, nous y sommes, au son des versets du Saint-Coran. Une prière collective des communautés de Bourem. Une initiative d'un fils du terroir accompagnée dans son action par une très forte délégation des membres du Conseil national de transition, des cabinets ministériels de la réconciliation, de la jeunesse et des sports, et pour cause. On est venu surtout pour prier pour le Mali, au général Assimi Goïta, pour qu'il puisse mener le bateau Mali à bord, pour que les Maliens puissent s'entendre pour la cohésion sociale, parce que personne ne viendra faire notre pays pour nous. On doit s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le Mali. C'est le Mali qu'on a en commun. Les fidèles musulmans de Bourem, les autorités administratives, les forces de l'ordre et de sécurité, les légitimités traditionnelles des communes de Bourem, Bamba, Temera, venus pour la cause, ont salué cette belle initiative. Et s'agissant du pays, le Mali, aucun sacrifice n'est de trop et chaque citoyen compte. Nous avons organisé une lecture du Coran afin d'invoquer la paix et la prospérité pour le Mali. Nous formulons des vœux sincères pour un Mali apaisé, uni et économiquement stable. Cette prière pour souhaiter bonne chance à nos femmes, la prière là est la bienvenue. On a prié pour le président de la transition, on a prié pour les femmes qui sont en train de nous protéger. En islam, la lecture du Coran est bien plus qu'une simple lecture. C'est un acte d'adoration majeur qui est à la fois indispensable à la validité de la prière et une source inépuisable de bienfaits, de purification spirituelle et de bénédictions dans ces mondes et dans l'au-delà. La grande Fatiha était tenue par un grand érudit, marabout du village de Maza, Al-Husseini Haïdara, résident à Djambourou, un quartier historique et touristique de Bourem. Sasakawa Africa Association a organisé du 23 au 26 septembre 2025 sa traditionnelle journée des médias offrant aux journalistes maliens une immersion au plus près des réalités agricoles. Cette édition a conduit la presse sur plusieurs sites d'intervention de l'ONG, notamment dans le secteur de Fana et la région de Ségou. Ils ont pu constater les progrès réalisés en matière de culture, de production, de transformation et nutrition. Les détails avec Bemba Sibi. Une vingtaine de journalistes à la découverte des réalisations de Sasakawa Africa Association, ceci dans le cadre de son programme Media Field Day. Au cours de la mission qui s'est rendue dans la région de Ségou et Dioïla, précisément le cercle de Fana, les hommes des médias ont pu voir les réalisations concrètes et leur impact sur les communautés bénéficiaires. Les activités que vous allez voir tournent autour de ces piliers, l'agriculture régénératrice, qui se focalise sur comment régénérer les sols afin d'accroître la productivité. Sans terre, il n'y a pas de production agricole. Le deuxième pilier, c'est l'agriculture sensible à la nutrition. Il est un fait que la malnutrition est également cruciale, critique dans nos pays.
et même dans les zones à forte production agricole. Pendant 4 jours, les journalistes ont découvert le travail mené par Sasakawa avec les producteurs de Foloda et Monzomblena. Ils ont visité les parcelles de démonstration du niébé, du maïs, du sorgho, de l'arachide et d'autres spéculations. Ces parcelles sont là pour aider les femmes à faire les bonnes pratiques agricoles. C'est s'adapter aux techniques agricoles appropriées. Donc, raison pour laquelle ils ont fait ces parcelles-là dans ces zones-là. Surtout, vous voyez, l'arachide, ça c'est pour les femmes et le maïs, ça c'est pour les hommes. Des champs d'expérimentation où de jeunes cultivateurs mettent en pratique de nouvelles techniques agricoles innovantes pour améliorer leur rendement, ce qui garantit leur sécurité alimentaire et génère des revenus substantiels pour les producteurs. Le premier bénéfice que nous avons tiré de l'accompagnement de Sasakawa, c'est qu'on a pu se réunir en coopérative. Du coup, on exploite une grande surface. Le second est la formation agricole qu'on a reçue. Une formation qui a permis d'augmenter notre rendement à l'hectare. Au-delà de la formation agricole, Sasakawa nous a facilité l'accès à de meilleures semences. Aujourd'hui, je suis devenu producteur de semences. En plus, on a pu mettre en place une coopérative. On revient au projet qui nous suit dans toutes nos activités agricoles, depuis la production jusqu'à la consommation. Au Mali, l'agriculture reste le pilier de l'économie nationale, occupant plus de la moitié de la population rurale. Sasakawa Africa Association, qui appuie le secteur, concentre ses actions sur l'agriculture régénératrice, l'amélioration de la fertilité des sols, la nutrition et la promotion d'une agriculture tournée vers le marché. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la 19e édition de la Journée mondiale de la lutte contre la rage sous le thème « Agissons maintenant, là, toi, moi, communauté ». Pour la circonstance, le ministre de l'élevage et de la pêche Youbaba était accompagné par ses collègues en charge de l'agriculture et celui de l'environnement. Ils ont donné le ton à travers l'inoculation des premières doses de vaccins contre la rage. L'occasion a été également saisie par le ministre Ba pour émettre un important lot de matériel à l'association des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire de Bamako, représentée par son président. Et après cette édition, l'ORTM vous propose un magazine sur les activités ayant marqué les 65 ans des douanes maliennes. On note par exemple l'inauguration du complexe nautique ultramoderne doté de toutes les commodités afin d'améliorer les conditions de travail des soldats de l'économie. Les différentes réformes des douanes maliennes de 1961 à nos jours, un magazine réalisé par Tamsir Diabaté. Et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain 20h, s'il plaît à Dieu. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la